Le mouvement de protestation a lieu à San Pedro Sula, la deuxième ville du Honduras, dans le nord. Ils sont plus de 80 000 sympathisants de l'Alliance d'opposition contre la dictature, une coalition de gauche à y prendre part. Les manifestants s'opposent à l'annonce de la réélection du président sortant Juan Orlando Hernández. Ils réclament également que le candidat de l'opposition Salvador Nasralla soit reconnu comme le véritable vainqueur de l'élection présidentielle dont le second tour a eu lieu le 26 novembre dernier et qu'il soit investi le 27 janvier prochain. Le tribunal suprême électoral accusé de recevoir ses ordres du pouvoir en place a déclaré vainqueur de l'élection présidentielle Juan Orlando Hernández qui se présentait à sa réélection pour le Parti national. Un résultat officiellement proclamé après plus de 3 semaines au milieu d'une campagne de manifestation de l'opposition et de troubles parfois violents. Selon des organismes de défense des droits de l'homme, plus de 30 personnes ont été tuées et plus de 800 autres ont été arrêtées au cours de la répression de manifestations par la police et l'armée. Vendredi, le tribunal a rejeté un recours en nullité pour fraude déposé par l'opposition contre la réélection de Hernández, évoquant un manque de preuves. Hernández, rappelons-le, a remporté le scrutin avec 42,95% contre 41,42% pour son adversaire, Nasralla. Journée d'hommage aux victimes de l'attentat perpétré contre le journal Charlie Hebdo et le magasin Hyper Caché en France. Cela fait 3 ans que la France a été frappée par cette attaque qui a fait plus de 200 personnes tuées. Et en ce jour de commémoration, le président français, accompagné de son épouse et plusieurs membres de son équipe, se sont rendus dans les locaux du drame, le journal Charlie Hebdo. Dépôt de gerbes, lecture de noms des victimes ou encore 1 minute de silence observé, c'est un hommage sobre qui a été rendu aux victimes de ces attaques, conformément aux souhaits de leurs proches. Plusieurs membres du journal Charlie Hebdo, dont le directeur, étaient présents à la cérémonie. En prélude à cet hommage, des milliers de personnes avaient déjà rendu hommage aux victimes tombées sous les balles des djihadistes ce 7 janvier 2015 et pour que vive pour toujours l'esprit Charlie Hebdo. Emmanuel Macron a démarré lundi sa visite d'État en Chine par une matinée à Xi'an, illustrant son soutien au projet chinois de nouvelles routes de la soie à travers l'Eurasie. Un choix qui a tout pour plaire aux dirigeants chinois car il fait écho au projet pharaonique du président Xi Jinping. Précisément l'initiative La Ceinture et la Route qui prévoit une ceinture terrestre via l'Asie centrale et la Russie ainsi qu'une route maritime vers l'Afrique et l'Europe via l'océan Indien. Emmanuel Macron a aussi fait la proposition de préparer un rehaussement des engagements contre le réchauffement climatique lors de la prochaine COP24. Je proposerai au président Xi une année franco-chinoise de la transition écologique 2018-2019 pour mobiliser nos entreprises, nos start-up, nos chercheurs, nos étudiants, nos universités, nos villes, des régions, pour démontrer au monde que nous, Français et Chinois, sommes capables de faire que notre planète soit à nouveau grande et belle, de donner corps à cette phrase « Jean Tizio, Zaitse, Weita ». Ce premier voyage en Asie marque une nouvelle étape pour sa diplomatie, concentrée jusqu'ici sur l'Europe et l'Afrique. Emmanuel Macron veut faire de Xi Jinping son allié dans les domaines de l'environnement, l'antiterrorisme, l'appui à la force du G5 Sahel et le développement des énergies renouvelables en Afrique. Récompensé par le prix Cecil B. 2000 pour l'ensemble de sa carrière lors de la cérémonie des Golden Globes, celle que tout le monde surnomme Oprah, a construit son discours sur le mouvement amorcé par l'affaire Weinstein, mais en allant bien au-delà. Devant un public tout acquis, aux yeux embués, elle a fait le lien avec 2 héroïnes de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, Rosa Parks et Recy Taylor, et annoncé l'arrivée d'une aube nouvelle pour les femmes et les jeunes filles maltraitées par les hommes. I want all the girls watching here and now to know that a new day is on the horizon. Je veux que toutes les filles qui regardent sachent qu'un nouveau jour se lève. New day finally dawns.
it will be because of a lot of magnificent women. Grâce à de nombreuses femmes formidables, dont beaucoup sont dans cette salle ce soir, et grâce à des hommes phénoménaux qui se battent pour devenir les dirigeants d'un monde où plus personne n'aura besoin de dire « moi aussi ». Ever has to say me too again. Thank you. Beaucoup ont vu dans cette déclaration de 9 minutes un tournant dans la vie publique d'Oprah Winfrey, dont la stature dépasse depuis longtemps déjà celle d'une animatrice, d'une actrice ou d'une femme d'affaires, activités qui ont fait d'elle la première femme noire milliardaire. Interrogée dimanche immédiatement après son discours pour savoir si elle comptait ou non se présenter, elle a répondu ne pas y penser selon plusieurs médias américains. Mais selon CNN qui citait lundi 2 personnes anonymes de son entourage, l'actrice de 63 ans réfléchit sérieusement à une candidature à près de 3 ans de l'échéance. Un sondage publié en mars par l'Institut Public Policy Polling donnait Oprah gagnante en 2020 contre Donald Trump à 47% des suffrages contre 40% au président sortant. Mais au-delà de ses chances de succès, plusieurs commentateurs s'interrogent sur sa capacité à gouverner en cas d'élection et sur une dérive possible du système politique américain. Dossier économique, signature d'une 50aine d'accords et de contrats sur le nucléaire civil et l'aéronautique. La seconde journée de visite de Emmanuel Macron en Chine a été consacrée à des aspects importants. Paris espère notamment obtenir un meilleur accès au marché chinois pour ses produits agricoles et agroalimentaires ainsi que pour ses banques, conclure des ventes d'Airbus et de moteurs Safran. Il est aussi question d'avancer sur un méga contrat pour Areva portant sur la fourniture d'une usine de retraitement des déchets radioactifs. Emmanuel Macron est arrivé en Chine avec une 50aine de chefs d'entreprise. Il en a profité pour assister à la signature d'un contrat avec le géant chinois de la vente en ligne qui s'est engagé à vendre sur ses plateformes pour 2 milliards d'euros de produits français aux consommateurs chinois sur les 2 prochaines années. La Chine, comme le dit le président français, est en train de poursuivre sa stratégie de développement économique et, compte tenu de la taille de ce marché, cela a un impact sur toute la mondialisation. Rebondissement politique en Pologne. 2 maillons de la chaîne ont été sautés du gouvernement polonais. Le chef de la diplomatie et le ministre de la Défense ont été remplacés lors d'une cérémonie de la présidence de la République. 3 autres ministères, l'environnement, la santé et le numérique, changent également de titulaire. Je sens qu'il est de notre devoir d'être le gouvernement d'une grande modernisation de la Pologne, mais une modernisation pour les gens, pour les familles, pour la société polonaise, pour renforcer l'État polonais. Nous ne voulons pas être un gouvernement basé sur un dogme, une doctrine, sur des extrêmes, qu'ils soient socialistes ou néolibéraux. Nous voulons être un gouvernement qui marie l'économie et les gens, la dimension européenne avec celle de chez nous. Un remaniement qui intervient alors que le Premier ministre en poste depuis un mois cherche à améliorer les relations tendues entre Varsovie et la Commission européenne. Soucieuse des réformes controversées de la justice et en général de l'évolution de l'état de droit en Pologne, la Commission a déclenché contre Varsovie une procédure inédite pouvant aller jusqu'à la suspension de son droit de vote au sein de l'Union européenne. L'opposition centriste a accueilli avec scepticisme le remaniement censé changer l'image du gouvernement conservateur. Wallone et Kyoso-o sont accusés par la police de détenir des documents relatifs aux opérations des forces de sécurité dans l'ouest du pays, en État Rakhine. Leur inculpation douche les espoirs internationaux quant à une libération rapide des 2 reporters birmans. Il faut dire que depuis leur arrestation le 12 décembre, les appels en leur faveur se sont multipliés. D'après leur avocat, la demande de leur libération sous caution a été rejetée par le procureur. L'agence Reuters clame leur innocence depuis leur arrestation. Devant le tribunal mercredi, de nombreux journalistes étaient habillés de noir en signe de protestation.
Les faits pour lesquels les deux Birmans sont poursuivis sont passibles de 14 années de prison. L'ONU, les États-Unis et l'Union européenne, très inquiets des atteintes à la liberté de la presse, ont à plusieurs reprises demandé la libération des deux Birmans sans condition. La prochaine audience est prévue le 23 janvier. En attendant, les défenseurs des droits de l'homme estiment que ces poursuites soulignent un retour en arrière de ce pays d'Asie du Sud-Est sur la voie de la démocratie. Depuis la dissolution de la junte militaire en 2011, la Birmanie a vu se développer des médias indépendants, mais certaines lois continuent à menacer la liberté de la presse. Pour preuve, la Birmanie demeure à la 131e place sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse en 2017 de Reporters sans frontières. Cet aveu macabre est en rupture avec les protestations d'innocence répétées par l'armée birmane. Durant des mois, l'armée et le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi récusent toutes les accusations. Le rebondissement est survenu mercredi. L'armée décrit pour la première fois les victimes comme des Bengalis, terme péjoratif désignant les Rohingyas. Les violences dans l'État Rakhine ont débuté fin août avec des attaques de postes de police par la rébellion de l'armée du salut des Rohingyas qui dénonce les mauvais traitements subis par cette minorité. Les Nations Unies et les ONG évoquent une épuration ethnique et des éléments de génocide à l'encontre de ces musulmans. Nombre des 655 000 Rohingyas qui se sont réfugiés au Bangladesh depuis août 2017 pour fuir l'opération militaire ont raconté des viols, tortures et meurtres. Amnesty International dit qu'il faut une enquête internationale. Jusqu'à mercredi, l'armée avait reconnu que 400 personnes avaient été tuées uniquement des terroristes de la rébellion Rohingya. Pour de nombreux experts, une confession de l'armée, même partielle au vu des accusations, est une étape essentielle. Il n'est pas rare de voir des camions y rester accrochés, obligeant leurs conducteurs à grimper sur le toit pour s'en libérer. Élément pittoresque de la ville de Bangkok, ces câbles donnent souvent lieu à des scènes comiques. Des employés sont chargés de leur maintenance et jouent les équilibristes pieds nus dessus à plusieurs mètres au-dessus du sol. Mais cette pagaille est bientôt terminée. Pour rendre les rues plus nettes et pour éviter les coupures de courant dues aux chutes de câbles, les autorités ont décidé de les enterrer. L'avantage principal pour nous est que ce système électrique est plus sûr. Quand les câbles seront sous terre, il n'y aura plus de problème de coupure. Retirer les câbles est vraiment une bonne chose. La ville sera plus propre, plus claire et plus plaisante à regarder. Il y aura moins de problèmes. Je pense que les gens sont contents. Bangkok est connu pour ses câbles électriques. Ça ressemblait à des spaghettis. Ils ont été enlevés et c'est plus joli maintenant. C'est plus joli à regarder. À ce jour, 1184 poteaux électriques ont été retirés de 3 des plus grandes rues de la ville. Au cours des 5 prochaines années, les autorités prévoient de retirer les câbles de 39 autres rues, ce qui représentera un total de 127 km de réseau. Les autorités ne cachent pas que le centre de Bangkok est leur priorité.